Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le webinaire en direct. On va mettre en lumière aujourd'hui une réalité de terrain en ouvrant des perspectives nouvelles sur l'inclusion et on va plonger dans un sujet passionnant qui est l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap entre 15 et 25 ans. Vu au travers d'un prisme complètement différent, avec des représentations sociales et des réseaux de coopération. Et pour cela, on a l'honneur d'avoir avec nous Jérôme Jouret, docteur en sociologie et chercheur autour d'une thèse sur le fond de sujet. Jérôme, est-ce que tu veux te présenter en quelques instants pour pouvoir nous exposer aujourd'hui pourquoi on t'invite? Très bien. Ben, dans un premier temps, merci beaucoup de m'accueillir et de me proposer cet échange aujourd'hui. Donc, je suis Jérôme Jouret. J'ai effectivement validé en 2024 une thèse de sociologie qui traitait de l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés, mais où j'abordais plutôt le monde professionnel et tout ce qui est l'analyse du contexte spatial, temporel et symbolique autour de l'insertion des jeunes travailleurs handicapés. Voilà. Voilà pourquoi on va exposer avec toi pendant une demi-heure, cet ensemble et on va être là pour comprendre les dynamiques invisibles qui se jouent et qui conditionnent l'inclusion auprès, de ces jeunes et la mise en relation entre les institutions. Donc merci d'être avec nous et la première question que je vais avoir à te poser, c'est selon toi la représentation la plus tenace aujourd'hui qui pourrait freiner encore l'insertion des jeunes en situation de handicap serait laquelle? Cette 1re question, elle est délicate parce que souvent on a l'habitude de parler de de plusieurs représentations. Il y a la représentation de l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés envers le monde du travail. Il y a, la représentation de l'insertion professionnelle, des professionnels qui accompagnent autour des jeunes qu'ils accompagnent et en troisième temps, il y a, la représentation des chefs d'entreprise autour du handicap. Donc il y a vraiment, 3 thématiques principales autour de l'insertion professionnelle. Mais, ce qui regroupe, les 3 thèmes, c'est justement tout ce qui est l'idée que le handicap serait finalement, incompatible avec la notion de travail dit ordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de freins à l'insertion qui ne viennent pas forcément des jeunes travailleurs handicapés eux-mêmes, mais, il y a cette croyance qui ne pourraient pas s'adapter aux exigences du monde professionnel ordinaire. Par exemple, en lien avec, le rythme de travail, la rentabilité ou également la productivité et cette vision, elle enferme beaucoup les parcours des jeunes travailleurs handicapés. Soit elle pousse les jeunes à rester dans des dispositifs spécialisés, soit à vouloir normaliser à tout prix, et obliger les jeunes à s'adapter au monde professionnel, sans forcément prendre en compte leurs besoins réels. Parce que ce que montrent finalement les professionnels de terrain, c'est que finalement, lorsque les conditions de travail sont adaptées, lorsque les compétences sont reconnues et que les entreprises sont accompagnées, eh bien l'insertion derrière, elle fonctionne. Et finalement, le vrai enjeu, c'est pas de savoir si les jeunes travailleurs handicapés sont capables de travailler, mais si finalement notre organisation du travail et tout le contexte professionnel qu'il y a derrière, il est capable de leur faire une place, de faire une place au à leurs différences. Complètement. Et dans là, il y a la vue, on va dire, le prisme de l'employeur. Les jeunes, eux, est-ce qu'ils auraient des freins? Ou comment ils voient leur employabilité dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en ressort aujourd'hui à cette possibilité d'accès à l'emploi, que ce soit dans le milieu professionnel ou en milieu protégé? Bah, dans, le cadre de ma recherche, mon objectif premier, ça avait été d'aller voir, les représentations des jeunes travailleurs handicapés au sein de leur monde professionnel, mais je me suis rendu compte très vite que c'était un milieu extrêmement fermé et extrêmement protégé et il m'a été, difficile d'accéder à cette population-là. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les professionnels de l'accompagnement, des jeunes mais assez peu avec les jeunes travailleurs handicapés. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'est que, les jeunes en situation de handicap ne construisent pas leur perception de l'employabilité tout seuls.
il y a cette notion de réseau professionnel autour du jeune, et finalement cette idée d'employabilité, elle se construit au contact des institutions, au contact des professionnels et en fonction des discours et des opportunités. Quand finalement un jeune entend régulièrement que son projet doit être réaliste, qu'il ne doit pas viser au-delà d'un certain niveau de diplôme ou alors que certains métiers ne sont pas «faits pour lui» entre guillemets, il finit par intégrer ces messages. Ça ne signifie pas qu'il manque d'ambition, mais finalement qu'il apprend à ajuster ses demandes par rapport à ce qu'on lui renvoie en fait. Il y a cette dimension de ce que Hem, de ce qu'on lui propose, en fait et lui, il se sent obligé de s'adapter par rapport à ce qu'on lui donne. Par contre, quand, ses compétences sont reconnues, quand son expérience professionnelle est valorisée ou alors qu'il y a des stages qui sont réalisés en entreprise, eh bien, les jeunes vont dans ce cas-là, développer une image beaucoup plus positive d'eux-mêmes et c'est ça qui va, favoriser finalement leur employabilité. Et on voit très bien, quand on commence à faire confiance et quand on commence à créer une forme d'alliance de travail avec les jeunes, eh bien, toutes les difficultés et tous les freins ont tendance à diminuer. Oui, complètement. Et ça veut dire que les représentations des travailleurs, médico-sociaux ou dans les structures, aujourd'hui, influencent les jeunes? Est-ce qu'il y aurait des représentations qui auraient été, mises en avant, sur des représentations positives ou négatives, sur le fait que le jeune en situation de handicap n'est pas ou est compétent? Bah, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a toute cette notion de sensibilisation. Lorsque une entreprise, est au préalable sensibilisée à la question du handicap, quand par exemple un chef d'entreprise a, un enfant ou un membre de sa famille qui est en situation de handicap, eh bien ça va, automatiquement influencer et avoir un effet sur sa vision de ce que c'est que le handicap. Bah, pour moi j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de sensibilisation aut autour de savoir qu'est-ce qui pouvait, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés. Il y a notamment l'accompagnement des professionnels qui est essentiel. Il y a l'accompagnement, des familles qu'il y a derrière et il y a aussi l'accompagnement, l'accompagnement de tout le contexte qui entoure le jeune. Ouais, complètement. Et l'employeur derrière aussi qui doit faire un travail d'insertion pour devenir handi accueillant, handi inclusif aussi par la suite. Oui, c'est ça. Complètement. Ouais. Ça, c'est un effet très robuste qui existe en psychologie sociale, il s'appelle l'effet Pygmalion et Mmh. c'est un peu contre-intuitif à la base parce qu'on pourrait se dire que le fait de croire en quelqu'un ne va pas changer, grandement les choses, mais ça a été observé depuis, au moins 80 ans et cet effet, est vachement traité par les chercheurs et donc ouais, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un, bah, c'est quelque chose qui va améliorer la probabilité de succès et là, c'est Mmh. très intéressant ce que tu dis Jérôme parce que du coup, il en revient pas forcément du travail et de la posture de personnes qui sont déjà accompagnantes là-dessus, mais vraiment de tout son environnement et plus on répète à une personne que c'est possible de réussir, plus ça sera le cas. C'est chose qui est très rare même dans notre système éducatif quand on est jeune, Mmh. on n'a pas forcément cet aspect qui est amené. Mais c'est très intéressant que tu l'aies vu, que tu l'aies remarqué parce que c'est un levier extraordinaire, pour, derrière avoir, une sorte de prophétie un peu autoréalisatrice quoi. À partir du moment où on l'a dit, elle se fait quoi. Mmh. Complètement. Au-delà de ça, ce que j'ai pu voir, c'est que, ce qui est encore plus étonnant, c'est que pour certaines institutions comme parce que j'ai beaucoup travaillé avec les missions locales et les missions locales qui ne sont pas des acteurs spécialisés dans le handicap, eh bien, elles sont aujourd'hui plus ou moins obligées de se mettre dans cette dynamique-là parce qu'elles reçoivent de plus en plus de jeunes qui ont une RQTH, qui ont des compétences, parfois même des diplômes et qui veulent accéder au monde, professionnel. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de chargés de mission handicap ou de référents handicap au sein des missions locales
parce que c'est une demande qui s'accentue. Et et est-ce que tu as pu travailler avec ces professionnels sur leur formation initiale pour, se rendre compte de ce qu'ils ont besoin en formation continue derrière pour accompagner ces jeunes, peut-être pour adapter leur poste, leur posture, leur questionnement et leur accompagnement? Est-ce que tu as pu observer des choses pour justement, s'adapter aux besoins? Ce que j'ai remarqué, c'est que généralement les personnes qui deviennent, référents handicap dans une mission locale, eh bien, parfois elles sont conseillères en insertion professionnelle depuis extrêmement longtemps et elles ont acquéri une compétence, une expertise, vaste et du coup d'elles-mêmes, elles se sont formées. Elles ont passé des diplômes de certification ou, soit il y a des personnes qui sont allées jusqu'à faire des masters d'enseignement spécialisé, par exemple, parce que, elles voulaient, se former spécifiquement à ce domaine-là. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, de professionnels qui, viennent de milieux totalement différents et parfois totalement hors sol du milieu, de l'insertion professionnelle, mais qui sont, des plus ou moins des experts dans leur, sur la thématique du handicap et de ce fait, elles sont recrutées parce qu'elles ont une expérience, spécifique en lien avec ces jeunes-là. Mmh. OK, OK. Ouais, c'est juste pour rebondir un petit peu parce que c'est très important d'avoir cette distinction entre la bonne volonté et derrière, vraiment la possibilité de mesurer un peu l'impact de ce qu'on est en train de dire. Puisque, on va arriver, comme tu dis, avec des personnes qui viennent de différentes manières, mais au final, l'impact de ce rôle-là, de ce rôle que peut avoir dans les missions locales ou en tant que référent handicap, il est tellement fort sur, les jeunes. On disait à partir du moment où on croit en toi, tu y vas, donc Mmh. enfin, il y a pas mal de domaines dans lesquels on a vu que ça pouvait être un petit peu néfaste. Et c'est vrai que je pense, pour continuer un petit peu dans ta réflexion, que tu t'amenais, Anne-Sophie, à cette notion de se demander un peu, prendre de hauteur par rapport à ce qu'on est en train de dire et de présenter. Ça va vraiment dans le sens de ce que tu présentes là, Jérôme. Et c'est quelque chose, je pense, qui est à retenir, de prendre un peu de recul par rapport à l'impact qu'on peut avoir, qui est souvent très puissant, quoi. Mmh. Complètement. Une toute autre question, il y avait, le fait d'être jeune et en situation de handicap. On pourrait dire qu'on aurait 2 stigmates qui représenteraient, la personne qui vient s'insérer en emploi. Est-ce que ce serait plutôt un combo, gagnant en disant, «Je suis jeune mais en situation de handicap, donc je peux me former, je peux m'adapter et puis on peut travailler avec moi», ou ce serait plutôt à l'inverse, pas une force mais une faiblesse et les employeurs les voient plutôt comme des gens qui sont pas qualifiés mais bienveillants, mais qui ont envie d'eux? Parce que c'est souvent comme ça qu'on vient, qualifier les travailleurs en situation de handicap. Ils ont envie, ils sont compétents, tout ça, mais oui, vous êtes pas qualifiés, vous êtes autres. Donc est-ce que là, le fait d'être jeune et en situation de handicap, on serait sur un double stigmate positif ou plutôt négatif en fonction de ce que tu as pu toi, observer? Eh bien, à savoir que, je me suis confronté à cette même problématique. C'est que au tout départ, quand j'ai lancé, ma recherche, je voulais traiter de l'insertion professionnelle en général. Il y avait J'avais pas d'objectif particulier et petit à petit, j'en suis venu à resserrer autour de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Mais encore une fois, c'était, c'était beaucoup trop vaste et est venue cette notion de finalement quel est le quel est pour moi l'intérêt, spécifique, c'est les jeunes entre 15 et 25 ans parce qu'il y a il y a toute cette notion de transition entre le monde scolaire et le monde professionnel des jeunes en situation de handicap. Donc, est-ce que, on sait qu'effectivement de base, l'employabilité et le recrutement des jeunes est déjà extrêmement complexe à la sortie, soit du milieu scolaire, soit des soit de leurs études et du coup, c'est déjà un premier frein d'être jeune, mais c'est aussi, en plus de ça, un frein
d'autant plus intense parce qu'ils sont en situation de handicap et hem, heu, parce qu'ils ont des difficultés et des représentations eux-mêmes sur le monde professionnel. Parce que, il y a la différence entre un jeune qui est en situation de handicap et qui est né avec cette situation de handicap et qui a dû, construire petit à petit et qui a construit sa, sa représentation de lui-même et qui arrive dans le milieu professionnel. Ça ne va pas être la même chose qu'un jeune qui, a, vécu une situation qui l'a mis en situation de handicap assez tardivement et qui se retrouve aussi dans cette thématique-là. Parce qu'au fond, moi, ce qui m'intéressait de base, c'était la transition. Comment est-ce qu'on pouvait accompagner les jeunes en situation de handicap vers l'emploi? Et effectivement, le fait d'être jeune et le fait d'être en situation de handicap, c'est une double pénalité. Même si, parce que si on reprend le parcours classique d'un jeune en situation de handicap, il ne va pas être le même si il a, vécu toute sa scolarité en milieu spécialisé. Souvent, on a l'idée que pour, que les jeunes qui sont passés en IME et après ils passent en IM Pro, puis souvent on dit que la suite logique, ah bah tiens, bah, ça va être les AT et les AT, il peut rester, tout au long de sa vie et j'avais l'impression qu'il y avait pas de rupture ou, qu'il y avait pas de rupture possible pour un jeune qui sort d'un IME de faire autre chose que les AT c'était pour moi essentiel de savoir pourquoi et s'il y avait d'autres voies d'accès. Et pourtant, les mises à disposition, en milieu ordinaire pour les ESAT sont de plus en plus utilisées, de plus en plus prisées. Les entreprises adaptées, les services d'insertion pro, sont de plus en plus utilisés, mais on a l'impression quand même que, ces dispositifs sont pas assez utilisés pour les jeunes sortant, alors d'IME ou de DAMS, ça dépend dans quel département on est. Les DAMS, c'est la fusion des IME et des Mmh. CESAD pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hem et qui viendrait du coup pour ouvrir un champ des possibles en disant l'ESAT peut-être, un ESAT hors mur pourquoi pas, qui m'emmène vers du milieu ordinaire avec de la mise à disposition en vue d'être employable derrière. Ça, Mmh. c'est des options possibles qui sont utilisées, mais c'est pas, ce qui est utilisé le plus couramment et systématisé derrière. Parce qu'effectivement, c'est intéressant que de parler de ça parce que cette thématique des ESAT, j'ai beaucoup travaillé sur cette, enfin, notamment avec des directeurs d'établissement, avec des moniteurs d'atelier, qui m'ont dit que, les ESAT n'ont pas de caractéristiques particulières ou d'accueil particulier en fonction de l'âge. Quel que soit son âge, on est accueilli de la même manière en ESAT. Qu'on soit un jeune, qu'on soit, en reconversion professionnelle ou qu'on ait vécu un accident, de la vie Et qu'on et soit en senior aussi, qui part c'est à la ça, retraite c'est ça et et ce qui est paru d'autant plus, intéressant, c'est que les 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 jeunes qui sont dans cette situation-là, eh bien, oui, effectivement, ils ont la possibilité d'aller en milieu ordinaire. Ils ont la possibilité de faire des stages en milieu ordinaire, ils ont la possibilité de faire ça. Sauf qu'ils ils se retrouvent dans un milieu, ordinaire qui est beaucoup moins, adapté et beaucoup moins, conciliant avec eux que les AT. Il y a beaucoup de jeunes qui voient ce que c'est que la réalité du monde ordinaire et qui disent: «Bah non». Ça, c'est pas fait pour moi. Parce que, les personnes que j'ai en face de moi, les professionnels que j'ai en face de moi, eh bien, ne sont pas prêts à m'accueillir et c'est mmh, ça, c'est qu'il y a toujours cette notion de sécurité. Les voilà. l'ESAT est toujours vécu comme un endroit de repli. Au cas où, je retourne là où je suis bien. J'ai envie de tester le monde, et le monde professionnel ordinaire. Parfois, ça se passe bien et c'est vraiment j'en discutais avec un directeur des aides qui me disait que, il y avait, 1 ou 2 de sa population, à la fin de l'année qui allait en milieu ordinaire. Alors que les ESAT, à la base, ils ont été conçus en tant que passerelle vers le milieu ordinaire. Ça.
alors qu'on se rend compte que ça devient des lieux, où des travailleurs handicapés vont faire toute leur carrière, tout leur parcours. Ouais, ça devient un Mmh. lieu de vie professionnel C'est ça. et Je peux juste, tu nous disais que ta recherche, tu étais partie sur l'insertion professionnelle, puis le handicap, puis tu t'es focalisé sur les jeunes. Est-ce que tu as perçu en échangeant avec, différentes personnes qui travaillaient dans les ESAT, le lien en fait qu'eux allaient offrir pour, le fait qu'ils puissent amener, parce que ça fait un peu peur quand vous dites au final, une personne qui est âgée vient dans un ESAT et est traitée de la même manière qu'une personne jeune qui vient dans un ESAT. Mais au final, le fil de carrière d'un jeune qui a entre, je sais pas 20 et 30 ans, sa carrière elle est devant lui et donc du coup l'ESAT, Mmh. elle est là pour le porter et le faire s'élever et est-ce que tu as eu l'impression que c'était le travail que menait, ce personnel dans les ESAT était déjà, très très focalisé autour de ce qui se passait au milieu avant de les amener à sortir et en gros idéalement avoir un énorme turnover où plein de gens viennent et partent. Est-ce que c'est eux-mêmes qui du coup n'allouaient pas forcément assez de temps parce que c'est déjà très chronophage d'accompagner, au quotidien? Ou est-ce que c'était les jeunes qui eux-mêmes avaient, envie d'avoir cette, autonomie dans le choix de partir, d'un ESAT et pas forcément être, recommandé ou épaulé? De quel côté tu as ressenti que ça venait plutôt du jeune ou plutôt des professionnels qui étaient là? Heu, pour les jeunes, j'ai quand même remarqué et les directeurs d'établissement, même si officiellement il y a pas d'accueil différencié et bien un moniteur d'atelier ne va pas agir et ne va pas accompagner de la même personne un travailleur d'ESAT qui est là depuis 10 ans et qui n'a pas forcément, l'envie ou la motivation de sortir de l'établissement par rapport à un jeune qui vient d'arriver, qui parfois ne sait même pas ce que c'est qu'un ESAT, qui a tous les a priori et comment dire? Toutes les représentations négatives qu'il peut y avoir autour de ces établissements-là et qui lui il veut il veut sortir. Eh bien, dans ce cas-là, il y a justement des chargés de mission handicap au sein des ESAT qui rencontrent tous les tous les travailleurs qui arrivent. Ils font un point sur leur projet, ils font un point sur ce qu'ils veulent et ensuite, il y a, Mmh. parce il y a le fonctionnement institutionnel voulu par l'établissement et il y a au cas par cas comment on agit et ça, c'est vraiment 2 choses différentes. Un même moniteur pourra donc accueillir, accompagner, même si parfois les groupes, ils sont et ça, c'est un petit peu compliqué, c'est que les groupes, de travailleurs sont parfois très hétérogènes au sein d'un même groupe. Il peut y avoir un travailleur qui est en handicap psychique, quelqu'un qui a un handicap moteur. Il Mmh. y a pas de il y a pas de prise en charge spécialisée, il y a pas d'ESAT spécialisé Mmh. sur les types de handicap. Tout comme il n'y a pas d'ESAT, spécialisé en termes d'âge. Donc Ouais. ouais. c'est ça qui pourrait paraître, Ouais, ce un qui petit fait que peu de l'accompagnement derrière, c'est vrai, se nourrit à la force du professionnel qui, lui, a l'envie du coup d'aller accompagner les jeunes, mais c'est pas forcément quelque chose qui lui est demandé. c'est ça, c'est au cas Ça, par cas. c'est Ouais, c'est Mmh. au cas par cas et c'est aussi pour ça que la loi a évolué cet été. En août 2025, la loi a changé. Les ESAT sont passés avec donc établissements et services d'accompagnement par le travail et Mmh. puis aide par le travail et l'accompagnement passe aussi par la formation et les travailleurs d'ESAT sont enfin reconnus comme devant bénéficier de formation comme tout autre Mmh. professionnel. Donc ça, c'est aussi un énorme point qui va nous aider à faire évoluer ces travailleurs-là et qui va nous permettre aussi, bah, de projeter des choses, de les aider à casser leurs stéréotypes, à casser leurs représentations sur, bah, le milieu ordinaire Mmh. et ça mais pour, le milieu ordinaire, il faut aussi qu'on travaille dessus parce que comme tu disais tout à l'heure, le jeune qui va venir en stage découvrir le milieu ordinaire, bah, il va trouver ça plus cocon, plus sécurisant de retourner en IME et en ESAT, Mmh. parce que, bah, il y a le côté accompagnement, il y a le côté j'ai le droit à l'erreur et autres et c'est peut-être à nous, milieu ordinaire, de nous former et de nous sensibiliser à, accueillir ces jeunes-là par, bah, des politiques de handicap, par, de la formation sensibilisation, formation inclusion
auprès des directions, auprès des managers, mais aussi auprès des collaborateurs qui vont être directement avec nos jeunes Mmh. qui intégreront ce milieu professionnel-là. Est-ce que toi, tu as pu échanger sur cette question-là de la formation en entreprise, milieu ordinaire pour accueillir derrière? La forma j'ai assez peu travaillé, avec les entreprises sur cette question de formation. J'ai beaucoup travaillé avec les entreprises adaptées qui sont déjà dans une démarche d'accueil et de sensibilisation. Par contre, j'ai pu discuter avec des chefs d'entreprise, notamment un directeur d'un IKEA, là où j'habite, qui lui avait, axé toute sa politique, enfin pas toute, mais il me f il y avait toute une formation et tout un cursus de formation pour tous les employés à la question du handicap, enfin, pas le handicap de manière globale, mais à toutes les différences pour que, pour que, pour que ça se passe, pour que ça se passe, au mieux dans l'accueil de futurs collaborateurs en situation de handicap. Et par contre, au contraire de ça, dans le cadre de ma thèse, j'ai pu faire de la sensibilisation auprès des futurs enseignants, des enseignants, non spécialisés, hein, parce que, j'ai pu voir que, je leur proposais un cours de 2 heures par semaine et en fait, c'était largement pas suffisant, mais c'était le seul temps qui leur était disponible pour, pour de la sensibilisation et pour, de la formation sur le handicap. Alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient: «Mais on va être confronté à des élèves qui sont en situation de handicap, qui auront une AESH. Comment on fait? Comment ça se passe?» Je leur disais: «Beh, là, ce que je peux vous proposer, c'est qu'une première étape». Et j'ai senti ce besoin, en fait, de formation, ce manque aussi de formation parce qu'il n'y a que les enseignants spécialisés qui sont vraiment spécialisés au handicap, alors que ça devrait être, tous les enseignants qui devraient être aussi sensibilisés et pouvoir répondre parce que c'est pas les enseignants spécialisés qui vont être en difficulté. C'est les enseignants non spécialisés qui vont se retrouver dans une classe où il y a un élève qui aura un trouble autistique ou qui aura une dyslexie ou une dyspraxie. C'est Complètement. mmh, Mmh. Surtout que, bah, on tend à ça avec les évolutions politiques, on tend à inclure de plus en plus et qui dit alors moi je suis dans un département où on est déjà passé en DAM et où donc la fusion des IME et des CESAD et on inclut mmh, beaucoup plus qu'on ne pourrait, et avec peu de moyens. Les AESH, elles sont encore plus mutualisées dans les classes et autres mmh, et les enseignants nous le disent, on n'est pas en mesure de préparer, cet élève-là de la même manière que ses collègues, sur les apprentissages et du coup, on sait très bien qu'on va les adresser vers un milieu, de formation professionnelle tout de suite plus spécifique, plus adapté, alors que si on avait su adapter, on pourrait les accompagner autrement et les pousser à avoir autre chose. mmh, Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête que, bah, si on formait dès le démarrage, aujourd'hui, notre socle de base des enseignants qui sont les premiers à être confrontés mmh. à nos futurs professionnels, ça veut dire aussi qu'on fait moins peur à inclure ces jeunes-là, après dans le milieu professionnel dit classique, dit ordinaire, parce qu'on les aura tout de suite intégrés avec des bonnes conditions et on aura su s'inclure et s'adapter. Après, c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est quand un jeune fait un stage, quand un jeune des ELAT fait un stage en milieu professionnel ordinaire et que ça se passe bien, eh bien, le chef d'entreprise va être plus enclin à avoir d'autres jeunes en situation de handicap et pourquoi pas avoir une embauche de jeunes. Alors que si la première expérience se passe mal, bien ça va il va développer encore plus d'a priori parce qu'il va se dire: «Bah, j'ai essayé une fois, ça a pas fonctionné, pourquoi j'essaierai une deuxième fois?» Mmh, Alors que c'est cette question-là de répétition, même si ça fonctionne pas une première fois, bah, c'était, enfin, pour moi, il faut continuer à essayer. complètement. Si on avait une conclusion à faire sur, cet échange, là, ce serait que tout est envisageable, tout est possible, à condition d'être formé, d'accompagner, que ce soit nous
professionnels de l'accompagnement où on ait une formation spécifique, mais aussi les structures adaptées, qui repensent peut-être ou qu'on autorise à repenser autrement l'accompagnement en fonction du besoin du public. S'il est plus jeune, moins jeune, on travaillera pas la même chose, le même Mmh. projet. Et puis peut-être, si on avait une conclusion plus professionnelle, c'est d'accompagner les entreprises à être formées derrière, pour accueillir ces publics-là. Ouais, et ne pas hésiter à aller échanger avec, d'autres professionnels qui sont dans des entreprises, à peu près similaires ou même comprendre un peu, comme tu disais Jérôme, que le parcours de vie, et toi aussi Anne-Sophie tu disais, c'est dès l'enseignement jusqu'à les premières embauches et puis ça continue derrière. Avoir une vue un peu plus, longitudinale de ce parcours d'une personne dans sa carrière, ça permet aussi d'avoir des freins qu'on peut lever, dès qu'on a notre jeune, avec nous, puisqu'aujourd'hui on se focalisait beaucoup sur les jeunes. En tout cas, Jérôme, ta vision est très précieuse. Tu as eu la chance de rencontrer beaucoup de gens et avec cet angle d'attaque dans ta recherche, ça nous permet d'avoir un condensé de ce qui est aujourd'hui, en 2025, le cas. Parce que comme tu disais, Anne-Sophie, on est à un tournant aussi, hein, parce qu'on a une restructuration au niveau des institutions qui fait que ça serait intéressant qu'on ait cette même discussion dans 3 à 5 ans, à mon avis. On se dira peut-être Exactement. d'autres choses. Je vous dis à bientôt dans un prochain webinaire, d'Andiref et abonnez-vous sur notre page, LinkedIn et sur notre Instagram et tenez-vous prêts, nous allons pouvoir vous annoncer d'ici bien peu de temps la suite. À bientôt. Merci à tous les deux.